Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma checklist fondamentale complète. Alors ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je bosse dessus et c'est le moment de vous la révéler et de vous l'expliquer. On en a parlé longuement avec Hugo de la chaîne IQ Invest sur notre podcast Le CAF Rentable. N'hésitez pas à aller consulter sans modération. Il y a pas mal d'épisodes qui pourraient vous plaire. Voilà, on avait parlé longuement de l'importance d'avoir sa propre checklist. Donc je vais vous présenter la mienne aujourd'hui. On prône souvent le fait qu'il y ait 8 ou 78 points à vérifier. On s'en fout, l'essentiel c'est d'en avoir une et de la respecter le plus possible. Pour cette année 2025, comme pour toutes les autres d'ailleurs, on ne sait pas si le marché sera haussier, baissier ou que sais-je encore, on ne sait pas. Donc le mieux que l'on ait à faire, c'est de travailler sa stratégie pour choisir la meilleure action possible à détenir toujours sur le long terme dans son portefeuille. Et techniquement, si vous utilisez cette checklist, vous connaîtrez au top du top la société. Donc je pense réellement que la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment ne peut être que bénéfique pour vous et votre stock picking par la suite. Et pour les petits impatients, n'hésitez pas à utiliser les timers, je vais faire en sorte qu'ils soient vraiment très clairs et très précis, comme ça, pour ceux qui veulent gagner du temps, vous pouvez directement choisir le meilleur moment, en tout cas celui qui vous intéresse le plus. Et d'ailleurs, pour la vidéo, je vais m'aider d'un Google Sheet que j'ai préparé, donc le lien sera disponible en description, n'hésitez pas à aller le consulter, n'hésitez pas à le télécharger ou faire un copier-coller et de faire le vôtre, de l'améliorer, de l'ajuster selon vos goûts, il est là, autant en profiter. Et comme d'habitude les amis, petit disclaimer avant de réellement commencer la vidéo, je ne suis pas un professionnel de la finance, vous devez être responsable de vos propres investissements avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Alors ceci étant dit, attention, dernier disclaimer, cette checklist sera sûrement amenée à être modifiée, ajustée et même améliorée au fur et à mesure. Donc encore une fois, profitez-en, vous pouvez la télécharger comme ça, vous en profiterez au fur et à mesure. Alors à la fin de la vidéo, vous saurez comment j'analyse fondamentalement une société et je vous expliquerai mon barème de notation que l'on verra ensemble. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'analyse fondamentale, qui se divise ici en 3 sections et je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première section, c'est la microéconomie, le socle, qui se compose en 18 axes de recherche que l'on abordera juste après. Vous inquiétez pas, c'est pas 18 axes, ça va pas vous prendre 8 heures pour faire votre analyse d'action. Pour faire très simple, la microéconomie va réunir tous les éléments où l'entreprise peut agir directement pour faire évoluer les choses. La deuxième section, ça va être la section, donc l'analyse macroéconomique, qui se compose en 6 axes de recherche. Elle doit être réalisée de façon plus rapide que l'analyse micro. Pourquoi ? Tout simplement parce que la macroéconomie regroupe les éléments à l'entreprise. Elle ne peut rien y faire, elle doit tout simplement faire avec, elle doit tout simplement vivre avec. En exemple, on peut donner les élections présidentielles. Par exemple, que Trump soit passé, Meta ou Procter & Gamble et Total Energy ne pouvaient rien y faire, c'est les électeurs qui décident. Donc, c'est de la macroéconomie. L'augmentation ou la baisse des taux d'intérêt, les taux directeurs, etc., le déclin de l'économie chinoise, les entreprises n'y peuvent rien, c'est comme ça, c'est pas autrement, donc elles doivent vivre avec et agir de la sorte. Et la troisième et dernière section, c'est tout simplement la conclusion de l'analyse fondamentale qui regroupe les principaux points de la micro plus de la macroéconomie de l'entreprise. Alors avant toute chose, je commence d'office par 2 questions. La première, c'est pourquoi j'analyse cette action ? Est-ce que je souhaite y consacrer du temps et de l'argent ? Et est-ce que le business m'intéresse ? Est-ce que je suis prêt à en apprendre davantage ? C'est très important de se poser ces questions qui peuvent sembler un peu connes à premier abord. Mais en fait, il faut vraiment que vous soyez 100% honnête avec vous. Si d'ores et déjà vous analysez une entreprise que vous n'êtes pas super fan, etc., c'est pas l'entreprise de vos rêves, en tout cas elle n'est pas très intéressante à analyser, vous pouvez être sûr que déjà vous mettrez jamais une grosse position, un gros montant en capital dans cette action. Et forcément, qui dit pas très gros montant, qui dit on la suit pas forcément énormément. Si c'est une action qui va rester à 1 ou 2% de votre portefeuille, à quoi bon perdre son temps à l'analyser ? Voilà, c'est pour ça que désormais, je me pose ces questions. Et donc la deuxième question, c'est quel est le secteur de l'entreprise que j'analyse ? C'est très important avant de commencer de savoir de quoi on parle, de quel secteur, de quelle industrie et même de quelle sous-industrie nous parlons. Alors nous nous retrouvons sur le Google Sheet, donc là il y a l'analyse microéconomie, l'analyse macro, le SWOT, l'analyse quantitative
qui arrivera la semaine prochaine, la conclusion, la notation et la configuration, mais ça c'est pour moi. Nous, on se concentre aujourd'hui sur l'analyse micro et on va voir ça ensemble. Comme vous avez vu, la première section, ça va être le business model. Comment l'entreprise gagne de l'argent. Ici, vous allez pouvoir écrire quelques lignes, c'est assez rapide, sur comment l'entreprise Google, par exemple, gagne de l'argent. Alors, chose importante, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ici, à définir, ça va être des notes de 0 à 5. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez pouvoir y répondre, ce qui va donner une note sur 20. Et le total de cette note sur 20, on ira dans la notation et on verra à quoi elle correspond ici. La deuxième section, ce sont les produits ou services. Et là, on va se poser des questions, notamment sur les ventes par activité. Déjà, on est bien d'accord, quelles sont les activités de l'entreprise? Et ensuite, est-ce qu'elles sont bien diversifiées en termes de produits? Est-ce que l'entreprise est vraiment sectionnée que sur un ou deux produits, ou limite, les monoproduits? Ou est-ce qu'elle a plusieurs activités, plusieurs services à son arc? Et dans ces cas-là, c'est quand même moins risqué. Forcément, si l'entreprise a vraiment plusieurs activités et c'est assez bien réparti, la note sera plus proche de 5 et inversement, si elle est monoproduit ou il y a quelques produits qui génèrent la majorité du chiffre d'affaires, on sera plus proche de 0, 1 ou voire 2. C'est exactement le même phénomène par les ventes par région. La diversification géographique, c'est très important. Est-ce que le chiffre d'affaires est concentré sur quelques pays ou au contraire, est-ce que le chiffre d'affaires est plutôt éclaté sur une majorité de pays ou de continents? Ensuite, on pourra se poser la question sur les canaux de distribution. Est-ce que l'entreprise vend de professionnel à professionnel, donc le B2B? Est-ce que c'est de professionnel, de la société à des consommateurs, donc des particuliers, donc le B2C ou directement à des gouvernements? Et ensuite, donc comme vous avez vu, je vais m'intéresser à deux questions. Donc déjà, les clients et marchés finaux. Est-ce que la société est bien diversifiée en termes de clients? Ou est-ce qu'elle a vraiment un ou deux clients, une poignée de clients qui drainent la majorité de son chiffre d'affaires? Auquel cas, vous le savez, ça peut être dangereux. Et c'est exactement pareil pour les fournisseurs. Si elle est très sensible à quelques fournisseurs, à une poignée de fournisseurs, ça peut être assez compliqué en face de problèmes tout simplement. Et la deuxième question, c'est la consommation. Est-ce qu'elle est ponctuelle ou récurrente? Là, je veux vraiment connaître la prédictibilité des revenus. Par exemple, un sac de luxe, on va prendre, Louis Vuitton. On est plus dans la consommation ponctuelle. On n'achète pas des sacs Louis Vuitton tous les jours. Et par exemple, les yaourts de chez Danone ou de chez Nestlé, là, on est plutôt sur de la consommation récurrente parce que tout simplement, on en a besoin. C'est plus important de manger des yaourts. Au lait cru, c'est les meilleurs, que d'avoir des sacs Louis Vuitton. Ensuite, dans quelle mesure le client dépend-il des produits ou services de l'entreprise? Alors là aussi, on va se poser la question, est-ce qu'on rentre dans la consommation courante, discrétionnaire ou une consommation plutôt récurrente? Est-ce que le client peut se passer du produit que l'entreprise nous propose? C'est vraiment la question qu'on va essayer de se poser ici. On reprend le sac de luxe, c'est un produit que le client peut très bien se passer en phase de, s'il n'en veut pas, il n'en veut pas, tout simplement. Et donc la dernière question de la section produits ou services, quelle est la durabilité des produits ou services? Est-ce qu'ils résistent au changement ou à une obsolescence rapide, voire à une disruption? Et c'est très intéressant de connaître si votre société vend des produits qui sont durables. Donc par exemple Coca-Cola, Coca ça restera toujours Coca-Cola et ça va pas changer. Ou par exemple des biens qui peuvent être disruptés, donc les biens disruptables. On peut prendre l'exemple des semi-conducteurs, des entreprises comme Intel qui ont régné pendant de longues années, voire des décennies, en tout cas pendant de longues périodes, se retrouvent en déclin car leurs produits sont remplacés par de nouveaux produits d'autres marques, d'autres sociétés qui sont plus compétitives et plus intéressantes aujourd'hui. Et donc là, nous arrivons dans la troisième section, le positionnement de la société, donc face dans son secteur et face à la concurrence. La première question, c'est le positionnement de l'entreprise dans son secteur. Est-ce que l'entreprise est leader, challenger ou outsider? Forcément, vous en doutez bien, ces notes-là iront rejoindre ces notes-là. Si l'entreprise est leader, ça sera plutôt 5. Et si elle est la dernière, donc si elle est outsider, ça sera plutôt 0, 2. Après, ça sera à vous de faire en sorte que ça soit au plus proche de la réalité. Et la deuxième question, c'est tout simplement les parts de marché de la société face à la concurrence. Bon, déjà là, ce que je vous propose, c'est déjà de citer les concurrents et ensuite vous allez citer les parts de marché, en faisant bien attention à est-ce que les parts de marché de la société que vous êtes en train d'analyser sont en hausse, stable ou en baisse, parce que une société peut être leader mais avec des parts de marché en baisse. Dans ces cas-là, forcément, c'est pas 5 sur 5.
Ça peut même être 3 ou 4, enfin, après ça sera à vous de juger. Ensuite, la quatrième section, c'est le management. Alors forcément, on est bien d'accord, quand on investit dans une société, c'est parce qu'on croit dans la société. Mais en fait, au final, on donne l'argent au commandant, on donne l'argent au board, donc vraiment à l'équipe dirigeante. C'est pour ça que on doit vraiment, vraiment faire attention. Dans mes précédentes checklists, c'est vrai que le management, ce n'était pas forcément le truc que je regardais le plus, mais aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience que, bah, en fait, au final, tu donnes l'argent au PDG, au CEO, et enfin, tu le confies à lui, donc il faut vraiment qu'il en fasse pas n'importe quoi. Donc la première question, bah, je vais tout simplement prendre la notation Morningstar qui est disponible dans le full report. C'est gratuit si vous avez Interactive Broker. Et si vous n'avez pas Interactive Broker, vous pouvez utiliser le code, de parrainage qui est en description. Donc la notation Morningstar, est-ce que la société est exemplaire, standard ou faible? Ensuite, nous poserons la question du ROIC. Il faut qu'il soit élevé, supérieur ou égal à 20% sur les 10 dernières années. C'est très bien. Le deuxième point de vérification va être le ROIC. Il faut qu'il soit élevé. S'il est supérieur ou égal à 20% sur les 10 dernières années, c'est très bien. Et en plus de ça, on vérifiera donc la tendance du ROIC s'il est à la hausse, stable ou en baisse. Ensuite, nous vérifierons le retour sur capital investi qui doit être supérieur au coût du capital, heureusement, mais vous allez voir que dans beaucoup de sociétés, ce n'est pas le cas. Donc ici, il faudra faire attention à ce que le ROIC soit supérieur au WACC. Donc là, voilà, supérieur, égal ou inférieur. On fera un petit point sur les CAPEX parce que les CAPEX, ça reste quand même important. Alors, moi personnellement, je fais vraiment en sorte qu'une entreprise ait des CAPEX qui soient inférieurs ou égales à 20% maximum. Après, ça peut arriver que ça soit supérieur et que je l'ai quand même au portefeuille. Je pense qu'on peut prendre l'exemple de Google. Mais voilà, c'est pas red flag non plus, mais il faut faire très attention. Parce qu'une société peut très bien avoir des CAPEX élevés, mais si elle a une trésorerie exceptionnelle, ça permet vraiment de compenser ses investissements, ses dépenses en investissement. On vérifiera par la suite donc les créations de synergie. Est-ce que l'entreprise a fait des rachats, des fusions, des ventes qui ont permis de créer de la richesse? Alors, encore un axe de recherche, ça va être le versement d'un dividende. Est-ce que l'entreprise verse un dividende? Est-ce que ce dividende est en croissance? Est-ce qu'il est régulier? Est-ce que le payout est très important ou pas? Tout ça, il faudra le stipuler et le prendre forcément en compte dans votre notation. Moi, personnellement, je m'en fiche qu'une société verse ou pas des dividendes. Le plus important, vous allez le voir juste après. La partie qui m'intéresse le plus, c'est ici, les actions en circulation. Alors, ok, si elles sont stables, ça me va. En tout cas, c'est vraiment le minimum que je veux. Mais par contre, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'elles soient en baisse. Si c'est en hausse, attention, ça peut être red flag, ça dépend. Est-ce que ça a été ponctuel parce qu'ils ont fait un gros rachat, etc. Ou est-ce que c'est une entreprise comme MicroStrategy qui a l'habitude d'augmenter ses actions? Là, dans ces cas, ça ne va pas du tout. Et voilà, il faudra vraiment faire attention à ça. Si elles sont en baisse, c'est très bien. Si elles sont en hausse, vraiment attention. Et si elles sont stables, écoutez, elles sont stables, ça va. Donc toutes ces questions, ça permet de répondre en fait à la question, est-ce que l'entreprise est orientée vers ses actionnaires? Alors maintenant qu'on a répondu à ça, on va faire un petit tour sur le management de l'entreprise. Est-ce qu'il est compétent? Alors pour ça, je vais regarder déjà dans un premier temps depuis combien de temps il est au board et ensuite la performance passée. Par exemple, si le PDG est là depuis 2014, je regarderai le nombre d'actions qui a été racheté ou dilué depuis 2014, les free cash flow. Est-ce que c'est un board qui a créé de la richesse, qui a généré de l'argent? Donc on regardera les free cash flow et forcément le cours de l'action. Si le PDG est là depuis 2014 et que le cours de bourse ne fait que baisser, vous pouvez vous poser des questions. Et forcément, le skin in the game, ça sera la dernière question de cette section. S'il y a du skin in the game, vous le savez, c'est très bien, parce que statistiquement, les sociétés gérées par la famille fondatrice ont tendance à avoir une meilleure performance sur le long terme en bourse. Nous pouvons prendre l'exemple de nos entreprises du luxe, Hermès, L'Oréal ou encore LVMH, où là, les familles détiennent une partie importante du capital, donc forcément, plus on a à perdre, plus on veut jouer notre peau pour conserver ce fameux magot. Alors, l'avant-dernière section de la partie microéconomique, ça va être l'actionnariat. Bon, là, on va se poser la question, est-ce que dans l'actionnariat, ce sont que des institutionnels, Amundi, Fidelity, BlackRock, etc.
Ou est-ce qu'il y a des états, auquel cas là c'est red flag, plus besoin de continuer l'analyse d'action, ou est-ce qu'il y a des lignes exotiques? Alors les lignes exotiques, ça peut être des actionnaires vraiment assez spécifiques, par exemple s'il y a Bill Ackman dans votre portefeuille, donc voilà, des gestionnaires de fonds, voilà, qui font parler d'eux. Si vous voyez que l'entreprise est très bien et que dans les lignes des actionnariats, il y a des fonds short, bah, ça veut dire que vous pouvez reprendre votre analyse et vraiment faire attention à votre action. Et la dernière section, la plus importante, c'est tout simplement l'avantage concurrentiel, le moat. Ici, on va prendre tout d'abord donc, la notation de Morningstar, qui est disponible dans le full report sur Interactive Broker. Est-ce que c'est wide moat, la meilleure note? Est-ce que c'est narrow? Ou est-ce que il n'y a tout simplement pas d'avantage compétitif? Ensuite, nous verrons est-ce que l'entreprise a un pricing power, est-ce que l'entreprise a un pouvoir de fixation de prix. C'est un mode qui est extrêmement fort et d'ailleurs je vous prépare une petite vidéo à ce sujet parce que c'est vraiment très intéressant à prendre en compte. Et pour finir, est-ce que l'entreprise a un mode ou pas? Voilà, faudra le définir. Plus elle en a, mieux c'est, plus ils sont durables, mieux c'est. Et là, vous voyez, on est de 20 à 0 parce que vraiment, une entreprise qui a des mots élevés, qui a des mots importants, mérite pas un plus 5, mais même un plus 20 dans le meilleur des cas. Alors maintenant que l'on connaît très bien la société, analysons-la d'un plus grand spectre. Donc passons à la section analyse macroéconomie. Alors comme dit Peter Lynch, si vous passez plus de 13 minutes par an à discuter des prévisions de marché économique, vous avez perdu 10 minutes. Sa conviction est de se concentrer sur les fondamentaux des entreprises individuelles, ce qui est à ses yeux plus pertinent que d'essayer de prédire les tendances économiques globales. Vous savez, les prédictions en bourse, ça ne marche pas. Donc la macroéconomie, c'est bien, mais il n'en faut pas trop non plus. Dans mon cas, je vais utiliser la macroéconomie pour vraiment connaître les opportunités et les menaces qui peuvent aider ou peser, à son contraire, sur le développement de la société. Et pour ça, je vais utiliser le PESTEL. Alors c'est un concept ou un modèle, on appelle ça comme on veut, qui a été introduit par Francis Aguilar en 1967 dans son ouvrage Scanning the Business Environment. Alors Francis Aguilar, c'est un économiste de génie. Je vous invite à aller voir sa biographie si elle vous intéresse. Alors le PESTEL, c'est quoi? En fait, tout simplement, c'est un acronyme qui regroupe 6 catégories principales d'influence qui sont externes à l'entreprise. Attention, j'ai bien dit externes. Interne, microéconomie, externe, macroéconomie. Comme je vous l'ai dit juste avant, l'entreprise ne pourra rien y faire, c'est comme ça, point au final, il faut qu'elle évolue avec. Alors comme vous pourrez le voir à l'écran, il y a plusieurs questions pour les différentes sections. Vous pouvez vous en poser plus, vous pouvez vous en poser moins, c'est comme vous le souhaitez. Ce sont des questions qui sont plutôt généralistes et qui peuvent correspondre à peu près tous les types de sociétés, que ce soit une pétrolière ou une entreprise de luxe ou une entreprise de communication. Voilà, j'ai essayé de faire un peu des axes de recherche, des questions qui peuvent à peu près correspondre à tout type de société. Elles constituent en fait en quelque sorte des axes de recherche pour votre analyse. Alors la politique, ici j'ai posé quelques questions. Par exemple, ce qu'on peut se poser comme question, c'est le gouvernement du pays où l'entreprise opère est-il stable politiquement? Voilà, par exemple, si c'est la Chine, vous pouvez mettre instable. Vous allez pouvoir poser d'autres questions. L'entreprise ou ses produits et services bénéficient-ils de subventions, crédits d'impôt ou avantages fiscaux? Ces soutiens sont-ils durables? Là, par exemple, on peut prendre toutes les primes mais qui existent pour avoir des véhicules électriques. Ce sont des subventions. Les subventions, on le sait, il n'y a pas de repas gratuit, donc ça arrive à tout changement de gouvernement que ces subventions soient annulées. Il y a eu énormément de subventions en France qui ont été annulées, les véhicules électriques, pour les panneaux solaires, etc. Et les entreprises qui ont besoin de ces subventions en pâtissent, parce que forcément, les clients qui ont plus de subventions ne veulent plus acheter les produits in fine. On peut prendre l'exemple de Peugeot, de Renault, ou même de Enphase Énergie aux États-Unis. Ensuite, en politique, on peut prendre les tensions géopolitiques, les guerres, sanctions, protectionnisme, etc. Est-ce qu'elles affectent les marchés cibles ou les chaînes d'approvisionnement? Là, on peut très bien prendre l'exemple des semi-conducteurs avec Taïwan. Taïwan, c'est une zone qui est en danger, il faut dire. La Chine n'est pas encore intervenue, mais elle pourrait intervenir. Donc, ça fait partie quand même des menaces. Alors, la seconde lettre, c'est E comme économique. Et là, on peut se poser des questions comme est-ce que l'entreprise est sensible à la variation des taux de change? Vous pouvez définir non, assez, oui ou bien je ne sais pas.
comment évolue le secteur. Toutes ces questions-là sont très importantes. Est-ce que les produits ou services que propose la société sont-ils sensibles au cycle économique? Est-ce qu'elle est plutôt défensive ou cyclique? Tout ça, il faudra se le poser comme question. La troisième lettre, c'est S comme social. Et là, vous allez pouvoir répondre à 4 questions notamment qui sont pour moi assez pertinentes. Notamment donc les comportements des consommateurs, les valeurs, les préférences évoluent-ils en faveur ou au détriment de l'entreprise? On le sait, aujourd'hui on veut beaucoup plus consommer des produits qui sont locaux, qui sont durables, qui sont etc., écologiques, circuits intégrés, enfin bref, vous connaissez la musique. Aujourd'hui on n'est pas trop dans le truc des pots de fourrure, etc., comme ça l'était il y a encore de ça quelques décennies. Aujourd'hui, si vous dites que vous avez du vrai zèbre sur les épaules, ça risque de ne pas passer auprès du grand public. Ensuite, vous pourrez vous poser la question, est-ce que le secteur dans lequel opère l'entreprise s'inscrit-il dans une méga tendance? Moi, personnellement, j'adore cette question parce que si c'est oui, eh ben, c'est très 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 bien. Une entreprise qui est dans une méga tendance, qui s'inscrit dans une méga tendance, ben voilà, c'est une entreprise qui a de l'avenir pendant pas mal de temps. Et ensuite, par exemple, la dernière question, ce sont est-ce que voilà, des mouvements sociaux, donc les syndicats, les lobbies, exercent-ils une pression sur votre entreprise? Bon là, si vous êtes investi dans Airbus, Boeing ou dans des entreprises comme Volkswagen, dans l'automobile par exemple, oui, oui, les syndicats, les lobbies, etc. ont un grand impact. Ce sont des syndicats très, très, très solides, très, 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 voilà, ils font chier. Donc il faut faire attention à ce genre d'entreprises qui sont très sensibles à la pression que mettent les syndicats. Alors la quatrième lettre, c'est T comme technologique. Et là, vous allez pouvoir vous demander, voilà, est-ce que les innovations technologiques récentes dans le secteur pourraient-elles menacer son business model ou offrir de nouvelles opportunités? Donc là, vous avez compris, hein, est-ce qu'on est plutôt dans la menace ou des opportunités? Ça sera à vous de définir. Existe-t-il des régulations ou des lois spécifiques sur l'utilisation de certaines technologies dans ce secteur? Voilà, si vous investissez dans Meta, dans Alphabet, etc., vous le savez, ça peut être assez sensible à tout ce qui est loi donc, de la protection des données, donc la fameuse RGPD, ou de cybersécurité, par exemple. Alors l'avant-dernière lettre, on retourne sur E, hein, écologique, et il en faut forcément, comme d'habitude. Alors voilà, est-ce que les changements climatiques, est-ce que les conditions météorologiques ou les catastrophes naturelles affectent-elles l'activité? Voilà, forcément, si on parle de Google, on s'en tape. Mais par contre, si on parle d'une assurance, oui, ça peut forcément impacter son activité vu qu'elle devra rembourser les sinistrés. Pareil, voilà, quelle est l'exposition de l'entreprise aux risques climatiques, catastrophes naturelles, pénurie de ressources, marée noire, etc., etc. Et la dernière question, donc c'est L comme légal. Et là, vous allez pouvoir vous poser, voilà, est-ce que les législations sectorielles, quelles régulations spécifiques au secteur impactent l'entreprise, le droit du travail, les litiges potentiels? Est-ce que l'entreprise est exposée à des risques juridiques ou des procédures fréquents, monopole, antitrust, etc. Alors, faut pas que ça vous fasse peur, hein. Si vous investissez dans une des 7 magnificantes, vous pouvez être sûr qu'elle a des gros risques de monopole et d'antitrust. Donc, ce sont des procès à répétition, mais ça fait partie du jeu. Après tout, ce sont des entreprises exceptionnelles, donc forcément, tout ce qui est exceptionnel attire les régulateurs. Alors nous avons vu la section microéconomie, ce qui touche à l'interne. Nous avons vu la partie macro, ce qui touche à l'externe. Et maintenant, nous allons voir la conclusion. Donc la conclusion, ça va être le SWOT. Le SWOT, vous connaissez la musique, force, faiblesse, opportunité, menace. Mais vous allez voir que vous allez en apprendre un peu plus aujourd'hui. Désormais, le SWOT me servira de conclusion à mon analyse fondamentale. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors déjà, en faisant mes petites recherches, j'ai appris que le SWOT a été développé dans les années 1960 à 1970 par des chercheurs de la Harvard Business School. On est bien d'accord qu'on ne parle pas de la dernière école de commerce du monde. Notamment par Albert Humphrey, désolé mec pour mon accent anglais, lors d'un projet de recherche sur la stratégie des entreprises. Alors l'objectif du SWOT, en fait, c'est d'avoir une vue globale des principales caractéristiques de la société. Si vous avez été consciencieux dans votre analyse micro et macro, ça ne prendra que quelques minutes à faire ça, parce que vous avez déjà trouvé toutes les informations au préalable. Alors pour refaire un petit point sur le SWOT, donc c'est force, et là vous allez pouvoir vous demander quels sont les atouts internes de l'entreprise, par exemple son savoir-faire, sa
position sur le marché? Est-ce qu'elle a une technologie qui est spécifique à elle? Par exemple, Coca-Cola, elle a sa recette du Coca-Cola, personne. Nutella, c'est une recette. Vous pouvez prendre n'importe quelle pâte à tartiner au cacao, ça ne sentira jamais le Nutella, il n'y aura jamais mieux que le Nutella, pareil pour le Coca-Cola, etc. Ensuite, on retrouvera les faiblesses. Quels sont ses points faibles internes? Par exemple, est-ce que l'entreprise manque d'innovation? Est-ce qu'il y a des problèmes dans la gestion? Ou encore, tout simplement, est-ce qu'elle n'a pas d'avantage concurrentiel? Le troisième et avant-dernier point, ce sont les opportunités. Quels sont les facteurs externes favorables pour le développement de la société? Par exemple, est-ce qu'elle s'inscrit dans une méga tendance? Est-ce qu'il y a des nouvelles innovations technologiques qui peuvent la pousser vers le haut? Ou est-ce qu'il y a un changement de mœurs tout simplement? Ou encore, est-ce qu'elle peut bénéficier d'opportunités par de la fusion ou de l'acquisition d'autres sociétés? Et le troisième et dernier point, ce sont tout simplement les menaces. Quels sont les facteurs externes défavorables qui peuvent peser sur la société? Par exemple, un nouveau concurrent qui arrive et qui bousille le game. Par exemple, là, Trump est arrivé au pouvoir. Si vous avez investi dans une entreprise ferroviaire, au hasard CPKC, vous pouvez avoir un peu peur, par exemple, parce que il va mettre des droits de douane partout, au Canada, au Mexique, etc. Il veut racheter le Danemark, il veut racheter le Groenland, il veut racheter le Panama. Alors comme promis, maintenant que l'on a vu l'analyse micro, l'analyse macro et le SWOT, on va passer à la grille de notation. Comme je vous avais montré juste avant, l'analyse macro, ici, quand vous allez mettre vos notes, ça va vous donner à la fin une note sur 20. La note sur 20, elle va s'afficher ici. Vous allez aller dans l'onglet notation et à quoi va correspondre votre note sur 20 ici. Par exemple, vous avez analysé Microsoft, c'est une entreprise exceptionnelle. Elle aura une note, je pense, de triple A. Alors le triple A, qu'est-ce que ça dit, hein? Donc ça indique que l'entreprise a des qualités exceptionnelles, avec des fondamentaux qui sont solides, avec au moins un avantage compétitif et durable, le tout avec un très faible risque, même en période de crise ou de difficulté. Si vous avez analysé une entreprise qui est un peu moyenne, par exemple qui a une note de double B, elle va représenter un ou plusieurs risques, faiblesses même, à prendre en compte dans son évaluation de la société. Cette dernière est susceptible d'avoir des fondamentaux qui sont assez fragiles et qui seront à surveiller régulièrement. Mais la note donc double C indique que l'entreprise est de mauvaise qualité avec de gros risques ou faiblesses au niveau macro ou micro à prendre en compte lors de l'achat. C'est une entreprise qui a de grandes chances de perdre ou de ne jamais avoir eu de free cash flow positif. Et même, c'est une entreprise qui est susceptible d'avoir des défaillances qui sont opérationnelles, un board qui est incompétent, un chiffre d'affaires qui est pas du tout bien réparti, etc., que ça soit géographique ou en termes de produits. Enfin bref, ça peut être beaucoup de problèmes. On n'est pas dans de l'entreprise de qualité, donc à quoi bon l'avoir en portefeuille? Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Je veux vraiment que tout le monde qui s'intéresse au stock picking puisse faire la meilleure analyse fondamentale possible, la plus complète et de façon assez simple sur l'entreprise de votre choix. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas aussi à la commenter, donnez-moi votre avis sur ma checklist. Est-ce qu'elle va vous intéresser? Est-ce que vous allez la mettre dans votre Google Sheet vous aussi? Voilà, n'hésitez pas de me partager votre retour. Moi, ce que je peux vous dire, c'est rendez-vous dimanche prochain. Ça sera autour de l'analyse quantitative de passer à la loupe. Je vais tout vous expliquer de l'analyse quantitative, en tout cas de comment moi je la fais. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.